L'intelligence artificielle a été première fois qu'on en entend parler, c'est dans une étude scientifique des années 50 par un professeur anglais, Alan Turing. Donc c'est un concept qui est ancien et qui finalement est revenu très très fort ces 10-20 dernières années, parce que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut beaucoup de données, et on a une quantité de données astronomiques qui est collectée depuis quelques années. Alors, juste avant effectivement d'aller sur l'intelligence artificielle, on va quand même présenter ce monsieur et sa société. Slab Digital, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est le cœur de métier de Slab Digital? Alors, notre cœur de métier, c'est l'acquisition de trafic digital. Donc, on accompagne des entreprises qui cherchent à attirer plus de clients, que ce soit en e-commerce, qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires, ou que ce soit en B2B, qui cherchent à collecter plus de prospects pour que leur force commerciale puisse prendre le relais. Et donc, on est basé à Paris, on est une dizaine de consultants, on travaille énormément avec les outils Google, les outils Facebook, et on a sous gestion plus de 4 millions d'euros d'achat d'espace chaque année. Maintenant, on peut démarrer sur le deep learning, sur la prédiction, l'automatisation. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle et on va la décrypter ensemble. Si on devait commencer par quelque chose de très générique, ce serait quoi alors cette intelligence artificielle? Alors, l'idée, c'est de se dire, voilà, ça fait quelque temps qu'on en parle, mais en ce moment, il y a une vraie révolution. Vous avez dû entendre parler, là, c'est une capture d'écran qui nous a été fournie par Google, qui montre quelques exemples de l'utilisation et des avancées, des progrès faits par l'intelligence artificielle. Le premier résultat, c'est quand le champion du monde de Go, qui était chinois, s'est fait battre par l'intelligence artificielle développée par Google spécifiquement sur le sujet du jeu de Go. Et donc c'était voilà, ça faisait quelques années déjà que en échec, l'homme n'arrivait plus à battre la machine. Et désormais en Go, c'est le cas également. Ce qui montre l'évolution des machines sur ce sujet. On voit que l'intelligence artificielle est utilisée dans plein de secteurs comme la santé, mais également tout ce qui touche aux voitures autonomes, et on en parlera tout à l'heure. Voilà, ce qu'on disait, c'est que c'est un concept qui est finalement assez ancien. On voit, je vais me mettre debout moi aussi. On voit que c'est vrai qu'on se tord dans tous les sens. on voit que déjà en 84, bon, il y a beaucoup d'exemples, on va pas tous les regarder, mais dans Terminator, Eric parlait de Terminator tout à l'heure. On avait déjà des machines intelligentes, des machines qui prenaient le dessus sur les hommes. C'était totalement de la science-fiction à l'époque. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de vraies questions qui se posent autour de ça. Avec des robots, je disais, Oui. on y reviendra tout à l'heure, hein, mais qui commencent à parler entre eux dans les codes qu'on leur a donnés, puis après qui créent leur propre code pour se parler entre eux. Et ça, c'est ça, oui. Ça pose question. Ça, c'est un exemple il y a peu de temps, où en effet, je crois que c'était Google qui avait développé 2 intelligences artificielles qui avaient commencé à se parler entre elles, d'abord dans un langage intelligible, et finalement avaient, au fur et à mesure de la conversation, développé leur propre langue, qui faisait on était incapable de savoir ce qu'ils disaient. Et s'ils étaient en train de planifier la révolution des machines contre les hommes, on ne sait pas. Mais clairement, il y a des craintes autour de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de débats sur le sujet pour essayer d'encadrer légalement, particulièrement tout ce qui touche aux armes, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Ce soir, on va plutôt se concentrer sur les opportunités. Avant la guerre des robots. Et juste le dernier clin d'œil sur cette timeline, je ne sais pas si vous avez vu le film Her avec Joaquin Phoenix. C'est vraiment excellent, et il tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Il tombe amoureux de sa Siri sur son téléphone portable. Voilà. Il se fait avoir, ou il sait d'entrée de jeu que c'est un robot? Parce que moi, il sait d'entrée de jeu que c'est un robot, et il se fait quand même avoir, tellement c'est réaliste. C'est vrai. L'intelligence artificielle, c'est aussi ça dans notre vie de tous les jours. Il y a des choses automatiques, des choses très personnalisées, et on va décliner ensemble ces différentes formes d'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc ce soir, je vais parler plus spécifiquement des usages marketing. Après, évidemment, au quotidien, on y a de plus en plus à faire. On voit l'exemple de la dame qui est au téléphone avec son assistant vocal, Siri ou autre. Ça, c'est un des exemples les plus classiques de l'intelligence artificielle, tout comme les montres connectées, etc. Ça a un impact, c'est que l'utilisateur est de plus en plus impatient. Il veut une réponse rapide, exacte, et donc d'un point de vue marketing, il faut également s'adapter. Et c'est pour ça que les marketeurs qui sauront utiliser ces outils seront meilleurs que les autres en répondant plus rapidement aux attentes de leur cible. Ouais, ça, c'est un autre exemple, voilà, dans les Google Home ou Alexa qui est sorti la semaine dernière en France. C'est Amazon, Amazon, Alexa d'Amazon, qui est un assistant vocal qui permet de faire encore
peu de choses, comme lancer de la musique ou passer commande en ligne. Mais voilà, je crois qu'Amazon, Google Home a passé un contrat avec Carrefour cette semaine pour faciliter la commande de courses en ligne à partir de son Google Home. Donc on voit que ça se développe quand même rapidement. Alors ça, je pense que quand Eric faisait allusion à des moments qui font peut-être un petit peu peur, ça peut faire peur. C'est un exemple des données qui sont collectées pour un utilisateur au quotidien. C'est clairement du flicage, ça. Hein. C'est un utilisateur Android, en l'occurrence. Donc le réveil sonne sur son téléphone Android, c'est enregistré. Il va parcourir les actualités, on le saura. Il lance un trajet sur Google Maps, ce sera traqué. Il a un rendez-vous dans son calendrier, évidemment, le téléphone est au courant. Il y a les emails, les notifications, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une masse de données qui, ensemble, donnent beaucoup de signaux et permettent à des machines de comprendre qui on est, finalement, comment on se comporte, quel est notre rythme de vie, quelle est notre routine, et donc, potentiellement, de proposer, si on pense marketing, c'est à plein d'autres applications, mais si on pense marketing, de proposer de la pub hyper personnalisée. Une annonce bien plus pertinente au bon moment, en fonction de la typologie de personne qui est cette personne, etc. Donc c'est d'autant plus efficace. Alors là, on est traqué. On est dans quoi? Dans l'automatisation, dans la prédiction là, on est c'est grâce à ça, ça peut être un peu tout ça. On peut prédire peut-être dans quel type de restaurant cette personne va manger. On voit par exemple que Amazon est capable, en fait, prépare sa logistique, prépare ses produits avant même qu'ils aient été commandés. Ils anticipent la commande de cette personne. Ils savent que cette personne sera susceptible de commander ce produit et donc ils bougent d'un point de vue logistique les produits dans le centre de logistique le plus proche. Ouais, ils sont déjà dans la prédiction assez fine. Par exemple, on va donner un exemple très précis pour la prédiction. Vous m'avez dit SFR arrive à savoir qu'un abonné va bientôt se désabonner et donc fait tout pour le récupérer, mais en tout cas, ils peuvent savoir que dans les semaines ou les jours qui viennent, il va se désabonner. SFR a déterminé, et donc c'est finalement assez simple comme intelligence artificielle, ils ont déterminé des signaux qui permettent d'identifier qu'un de leurs clients sera susceptible de partir, visiter la page FAQ sur comment résilier mon contrat, taper certains mots-clés dans le moteur de recherche interne, ou à un certain rythme de fréquence dans une catégorie du site. Et en fonction de ces éléments-là, ils remontent l'information, d'autant plus que généralement l'utilisateur est logué, donc ils remontent l'information à leur service client pour que le service client anticipe et peut-être fasse une offre commerciale qui permette de conserver ce potentiel client perdu. Donc ça, on a l'exemple en effet tout à l'heure. Très, très brièvement, évidemment, ça engendre toutes ces données et ces opportunités engendrent des opportunités business. Donc il y a un nombre de sociétés dédiées au sujet en forte croissance et il y a un marché donc, qui est estimé à plus de 100 milliards d'euros d'ici à 2025. Donc en Europe, on n'est pas en reste. Hein. Évidemment, les États-Unis sont relativement à la pointe sur le sujet, mais en Europe, il y a énormément de startups qui se lancent sur le sujet, souvent financées d'ailleurs par les grands groupes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Vivatech il y a peu de temps. Il y avait énormément d'entreprises autour de l'intelligence artificielle et de ses multiples déclinaisons possibles. Et on voit, pour nous amener sur le sujet du marketing, que dans 11% des cas, les startups dédiées à l'intelligence artificielle le sont sur la thématique marketing et commerciale. Ce qui, alors vous êtes sur la définition, on a bien défini déjà, hein, non? Ça peut se complexifier. Alors allons-y. Je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important de garder en tête. C'est-à-dire que je suis un marketeur, donc on est une équipe de marketeurs, et on a accès à des outils qui, chaque jour, sont de plus en plus intelligents. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de vous présenter un petit peu les différentes formes d'intelligence artificielle qui existent et de vous montrer comment concrètement, dans des outils, d'un point de vue marketing digital, à nouveau un aspect très, très précis de l'intelligence artificielle, ça se décline et comment nous, au quotidien, dans l'agence, ça nous simplifie la vie. Donc, il y a si on doit schématiser, il y a trois niveaux d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle au sens large, c'est l'automatisation de comportements intelligents. Voilà, on essaie de répliquer le comportement d'un humain. La version un peu plus poussée, c'est le machine learning qui a une capacité d'apprentissage. C'est Siri, par exemple ? C'est Siri, exactement, qui va commencer à voir comment vous posez les questions et comment vous réagissez, donc pourra le prendre en compte pour la prochaine étape. Le deep learning, c'est la forme la plus avancée et la plus récente de l'intelligence artificielle,
est en fait une forme qui permet de gérer une masse de données énorme et supérieure à ce que des modèles de machine learning standard pourraient gérer. Et là, l'exemple dont on parlait avec Eric juste avant, ce serait la Google Car, donc les voitures autonomes, qui ont besoin d'assimiler, de traiter des centaines de paramètres à la seconde pour pouvoir acheminer le passager sans accident, même si on voit que ce n'est pas encore bon à 100%. Et le deep learning, ce sont aussi ces robots dont on parlait au Oui. début, qui communiquent entre eux. Et en gros, c'est Terminator à terme, le deep learning. Honnêtement, est-ce qu'il faut se méfier du deep learning? Ouais, c'est vrai que Il y a des formes, je ne l'ai pas détaillé là, mais je me suis bien cultivé pour cette présentation. Il y a des formes encore plus avancées que le deep learning, des modélisations sur lesquelles travaillent des scientifiques qui laissent à penser qu'à l'avenir, en effet, la machine pourrait totalement se passer de l'être humain pour définir comment traiter les données et quoi en faire. Donc, ce qui implique forcément un danger, d'où toutes les considérations légales actuellement qu'il y a, entre autres particulièrement aux États-Unis et en Angleterre aussi. Donc, voilà, ça c'est un petit peu plus de texte, je vais passer assez brièvement, mais l'intelligence artificielle, c'est de permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Alors, il y a des risques, mais l'opportunité, c'est vraiment d'ajouter à nos capacités humaines, de nous donner un potentiel que seuls nous ne saurions atteindre. Et si on le ramène à notre petit sujet du marketing, c'est finalement de traiter des données qu'on n'arriverait pas à traiter de manière humaine et d'en tirer des informations qui nous permettent d'ajuster nos actions au quotidien. Ça nous permet d'être un peu des super-humains, c'est ce côté-là, c'est l'idée. Énormément de temps, effectivement, parce que ça peut être de la tâche très répétitive. Absolument. Donc ça va avoir sur la partie automatisation, c'est la clé. Donc le machine learning, on a déjà parlé de ça, c'est la capacité, c'est doté d'un système d'apprentissage. Et donc les exemples, c'est la reconnaissance faciale, c'est tout ce qui touche à la prédiction quand on tape sur un clavier, que le clavier comprenne qu'on est en train de taper ce mot, et donc vous n'avez pas besoin de continuer à le taper. Et au fur et à mesure de votre conversation, des mots que vous utilisez sur votre iPhone ou votre Android, on voit que ça enregistre ça et vous avez de moins en moins besoin de taper des lettres. Ouais, même si ça fait beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire quand même. Ah, Ouais. Faut se méfier. Hein. Ah non, en théorie, mais non. Moi, le mien, il apprend pas. Hein. Moi, j'ai Siri iPhone 10, je sais pas vous, mais alors il fait des fautes et j'ai beau dire les mêmes mots, etc. Il a toujours les mêmes fautes. Ah bah, elle est réfractaire alors sur votre téléphone. Normalement, c'est plutôt mieux que l'être humain. Ça va se régler. Mais, bon. Moi qui pilote une équipe de la génération Y, niveau orthographe, je trouve que Siri est plutôt forte. Ah oui, ouais. il est au-dessus de la génération Y en orthographe. Ça je veux bien croire. Mais est-ce une référence? Bon. Et donc le deep learning qui en fait essaie de reproduire vraiment ce qui se passe dans notre cerveau avec un réseau neuronal. Et à nouveau l'exemple le plus complexe actuellement, c'est la voiture autonome. Il y a des tas d'études aussi sur le sujet, si vous vous renseignez en ligne, sur comment on a appris au Google Brain à comprendre ce qu'était un chat. Et en fait, en entraînant les machines, on leur fournit des milliers d'images de chats et de non-chats. On voit que l'ordinateur, au fur et à mesure, est capable de repérer un chat sous tous les angles dès qu'on lui propose une image. C'est incroyable. Et ça, c'est une forme, vous me disiez, en préparant, de neurones artificiels. C'est-à-dire qu'on crée un cerveau qui va ensuite se développer tout seul. Exactement. On essaie c'est là où on se rapproche terriblement de l'intelligence humaine. Et donc concrètement, comment ça se traduit pour nous dans nos actions au quotidien? La première et la principale utilisation pour nous, c'est vraiment l'automatisation. Donc vraiment réaliser des tâches difficiles, peu rébarbatives, bien plus efficacement, donc en termes de temps, mais aussi avec moins de risque d'erreur humaine. Donc finalement, un expert marketing peut se baser sur ça pour gagner du temps et dédier en fait son temps à des choses beaucoup plus stratégiques. Alors un exemple précis pour ceux qui sont dans cette salle par exemple, qui sont entrepreneurs, vous m'avez dit il y a Shopify. Alors Shopify c'est quoi par rapport à j'ai l'exemple juste après de Shopify. Shopify, c'est une solution e-commerce qui permet de vendre des produits en ligne. Ils ont une solution qui s'appelle Kit, qui combine deux choses. Donc, c'est à la fois un chatbot. Donc, vous pouvez échanger par texto avec Kit, qui est un peu comme Siri. Et Kit vous propose de gérer pour vous certaines actions marketing.
Est-ce que vous voulez lancer une campagne Facebook Ads? Est-ce que vous voulez envoyer un email à vos clients, à vos prospects? Ou est-ce que vous voulez faire du Instagram? Voilà. À ce stade, c'est à peu près les options disponibles. Et en fait, par réponse, comme dans un échange par texto, vous pouvez la guider, vous pouvez dire combien vous souhaitez dépenser pour vendre quelle typologie de produit. Et elle se charge de lancer les campagnes, de l'arrêter quand le budget que vous lui avez confié est atteint. Et donc finalement, remplacerait une agence telle que la mienne, par exemple. C'est ça, vous avez du souci à vous faire, parce que ça, c'est un robot qui écrit toutes les phrases en gris. Totalement. C'est un robot qui est configuré, donc qui a été entraîné par une équipe de gens qui géraient des campagnes, mais qui désormais, de manière autonome, peut lancer ou non des emails ou des campagnes Facebook. Voilà. Un cas d'école, c'est quoi? J'ai des produits en stock, je donne un prix pour ces produits, et quand le prix auquel je veux les vendre... J'ai une nouvelle collection, j'ai une nouvelle robe qui est en ligne. Kit me propose de faire de la publicité Facebook. Je dis oui. Elle me propose de cibler les femmes de 15 à 25 ans. Je dis non, plutôt de 20 à 25 ans. Elle réajuste. Elle me dit combien vous souhaitez dépenser par jour. Je dis 20 $ par jour, ou 20 euros. Et ça le lance. Et ensuite, ça m'envoie un reporting sur nous avons dépensé vos 20 euros. Ça a généré X clics et 3 ventes. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment un exemple assez concret. Pour ceux d'entre vous qui utilisent Google AdWords, par exemple, un autre exemple, c'est l'automatisation des enchères. Vous dites, je suis prêt à me positionner sur ce mot-clé en payant jusqu'à 2 euros coût par clic et en restant au-dessus de la position 1, donc 2. Donc on donne des règles et la machine se charge de les respecter ou non. Alors, du coup, je pose une question sur votre société à vous. C'est quoi votre valeur ajoutée quand vous avez ce genre d'assistant marketing de poche comme ça? Alors là où on est quand même encore protégé, c'est que ces outils en sont encore à leur balbutiement et c'est largement perfectible. Après, c'est une vraie bonne question. À moyen terme, c'est certain. Il y a un site internet dont j'ai oublié le nom, mais qui vous invite à taper votre métier et ça vous dit si votre métier va être remplacé par un robot ou non. Génial. Et la profession la plus à risque sont les traders en banque. Parce que finalement, ça peut être totalement automatisé. Donc un peu à l'image des traders, certaines parties de nos métiers vont disparaître, mais à la limite, j'ai envie de dire bonne nouvelle, parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante, c'est la partie finalement très opérationnelle, et il est beaucoup plus intéressant pour un marketeur de réfléchir à la stratégie, quel type d'audience je vais adresser, quel nouveau message je vais proposer, parce que finalement, et ça c'est un autre point, je lisais juste avant de venir, la créativité reste humaine, même si ça également c'est en train d'être challengé. C'est ça, je me dis, peut-être un robot pourra le faire, ça aussi. Une grosse agence de pub japonaise qui a viré récemment son directeur de création et qui l'a remplacé par une intelligence artificielle. Donc bon, est-ce que c'est un coup de buzz ou une réalité? On ne sait pas encore, mais ils l'ont fait en tout cas. Alors, on va, pour l'instant, en 2018, se focaliser sur ce que ça nous apporte. Et vous m'avez dit, ce que ça nous apporte, c'est qu'on peut se concentrer sur des tâches, voilà, niveau automatisation, entre autres, qui sont plus nobles, comme par exemple le lien avec le client. Et ça, on en dira un mot aussi avec Sébastien Forest tout à l'heure. Voilà. On peut chouchouter plus son client. Exactement. Ah là, je peux avancer mes slides? Allez-y, bien sûr. Allez-y. Donc sur la partie client, il y a deux choses en fait. Enfin, sur la partie client, l'exemple le plus classique, c'est le chatbot. Et là, il y a un très bon exemple de Mythic qui a mis en place un chatbot intitulé Lara. Et Lara a plusieurs missions au sein de Mythic. C'est à la fois, elle fait du matchmaking, donc elle propose aux clients Mythic des profils qui peuvent correspondre à leurs attentes. Ouais. Mais aussi, elle a un rôle, et c'est ce qui nous intéresse plus d'un point de vue marketing et acquisition, elle a un rôle d'inscription, de générer de l'inscription. Une alternative au formulaire un peu froid qui dit voilà, donnez-nous vos informations, des informations sur vous et on vous inscrit. Là, c'est en échange et on voit qu'elle échange, et ça, c'est des statistiques qui sont un peu anciennes, qui ont déjà 1 an, qu'elle échange avec 400 000 internautes par mois, donc ce qui est quand même colossal, et qu'ils ont comparé la performance de Lara en termes de génération d'inscription au formulaire classique et qu'elle surperforme de 30%. Donc on voit que le fait de parler
Et sans doute le fait que ce soit une femme n'est pas totalement anodin, parce qu'on sait que la majorité de la clientèle est masculine. Le fait de parler à quelqu'un qui a l'air d'être humain C'est ça. donne plus envie de s'inscrire. Voilà, et on se casse le nez de plus en plus souvent. Vous m'avez dit même, ça vous est arrivé pas plus tard que cette semaine. Hier, j'ai échangé avec quelqu'un sur le site du Crédit Agricole. Honnêtement, je me posais la question en échangeant, est-ce que c'était vraiment quelqu'un ou est-ce que c'était un chatbot? C'était pas les questions très complexes que je posais, j'ai eu la bonne réponse, on m'a amené dans la bonne direction, mais potentiellement, j'étais en train d'échanger avec un robot et finalement, moi, en tant qu'utilisateur, peut m'apporter parce que ça marchait très bien. Ouais. Donc, et ça, c'est très intéressant d'un point de vue gestion aussi des horaires, parce qu'on voit que les gens sont connectés à toute heure du jour et de la nuit et c'est pas évident d'avoir un service client disponible en permanence. Donc avec Facebook Messenger, entre autres, vous pouvez construire des chatbots assez simplement, même pour des sites ou des sociétés qui ne sont pas de l'envergure de Mythique. Après, il y avait 2-3 autres intérêts. Voilà, je les ai passés, mais je reviens brièvement. Un truc qui est très intéressant, et déjà on a touché un mot sur l'exemple, c'est le côté prédictif. Grâce à l'analyse des données et à l'apprentissage des données, on peut anticiper l'impact de changement. Donc nous typiquement, ce qu'on fait au quotidien, c'est que ça nous aide à piloter notre plan média. Et qu'est-ce qui se passerait si nous augmentions la dépense sur Facebook Ads? Et qu'est-ce qui se passerait si je coupais tout ce que je fais sur tel levier? Et donc on peut, de manière de plus en plus fine, on n'est plus dans le tableau Excel, voilà, on commence à être dans des choses plus intelligentes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au niveau 1% de ce qui se fera dans quelques années. On est dans l'anticipation et la prédiction. Et en effet, l'exemple de SFR sur la modélisation de la perte de clients est intéressante. Et on voit qu'ils estiment, avec leur système de détection ce qu'on appelle des churners, donc des clients qui quittent, ils estiment pouvoir les repérer dans 81% des cas. Après, ce qu'on ne sait pas, je ne suis pas dans les petits papiers des SFR, mais ça n'a pas été évident pour eux ces dernières années. Mais est-ce qu'ils les ont récupérés? Mais ça, c'est un sujet plutôt de relation client. Mais en gros, pour avoir des prix chez les marchands, chez SFR ou d'autres, si je vais regarder, vous me disiez ça tout à l'heure, comment faire pour me désabonner de Canal+, de machin, hop, tout de suite on est repéré comme un futur déserteur. S'ils utilisent ça, voilà, s'ils sont avancés, oui, totalement. C'est bon à savoir. Oui. Ça peut faire des économies au passage. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore? La mais personnalisation. de la même manière, et c'est là où on touche au yield, donc l'optimisation des prix, on sait très bien que quand on va sur un site de voyage et qu'on fait plusieurs fois la recherche pour une destination précise, ça envoie aussi des signaux qu'on est un client potentiel, et donc potentiellement le prix va augmenter. Bon, il y a des débats sur le sujet, mais voilà. Bah, Uber le fait dans certains pays. Hein. Moi, j'ai repéré que ça se fait en France ou pas? Parce que j'utilise peut-être moins Uber en France. Normalement, Uber, c'est vraiment sur la demande. Aux États-Unis, vous demandez Uber une fois pour une destination. Vous dites, voilà, ça vaut $10. Vous demandez la même destination 5 minutes après, ça vaut déjà $12,50. Et puis, ça augmente comme ça, de façon chronique. Je pensais qu'Uber était exclusivement basé sur la demande, mais c'est pas impossible. Ouais, mais à 2 minutes près, hein, vraiment, sur 10 minutes, ça a augmenté de 5, 6, 7 euros. C'est pas impossible qu'ils aient conçu le modèle comme ça. Ouais. Et donc il y avait juste un aspect. Donc personnalisation, ça, c'est un exemple intéressant. C'est en fait de plus en plus, voilà, les bannières que vous voyez, finalement, celles que vous voyez vous, si moi je me situais sur le même site à peu près au même moment que vous, je verrais pas du tout la même. L'idée, c'est qu'on peut, en fonction de son comportement, en fonction de signaux captés par, imaginons Google, si c'est le réseau Google, l'annonce peut être totalement dynamiquement optimisée, à la fois évidemment le produit, la couleur, les prix. Si on a repéré que j'étais sur le site internet, j'étais sur Asos, j'étais dans la section solde, que à chaque fois que j'achète, je vais dans la section solde, ils vont me pousser des produits qui seront soldés. Si à l'inverse, j'ai plutôt tendance à acheter des produits un peu haut de gamme, etc., ils ont plutôt intérêt à me pousser ces produits-là. Et donc l'idée, c'est d'être de plus en plus personnel, de s'adapter exactement au désir de cet utilisateur pour lui vendre évidemment plus de produits. Hein, dans un cadre. À tel point qu'on peut même avoir des publicités carrément personnalisées. Vous me dites, je suis un garçon, je vais avoir un fond bleu plutôt qu'un fond rose. Donc là, on voit tous les paramètres là, et on peut se dire qu'en fonction des signaux collectés, j'aurai la version qui correspondra le plus à ce dont j'ai besoin pour me rapprocher de l'achat.
Donc ça, c'est vraiment... Mais ce qui est très ironique, c'est que finalement, les robots vont nous aider à avoir peut-être un dialogue plus personnel. Voilà, c'est la même chose dans l'emailing. Avant, on recevait tous des newsletters qui vont à tous les clients de toute la base. Et désormais, c'est de plus en plus personnel. Ouais. Alors, il y a une vidéo, vraiment, je vous invite à la chercher sur YouTube. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Intelligence artificielle for weapons. Et c'est filmé à la manière d'un film, avec une présentation un peu comme quand Steve Jobs présentait Apple. Et on voit une vision futuristique de l'intelligence artificielle appliquée aux armes. Et on voit que les armes sont totalement, peuvent devenir autonomes. Et finalement, il y a des armées sans soldats. Donc là, il y a des vraies questions sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est plutôt un débat éthique et légal. Parce que techniquement, il pourra y avoir des armées de robots contre des armées de robots. Et puis un jour, des robots qui décident d'attaquer les humains. Pourquoi pas? C'est moins de la science-fiction aujourd'hui. Donc il y a quand même besoin de poser des jalons. Version robot. Ça fait pas rêver quand même. Non. Heureusement, mais voilà. Non, si on va voir qu'il y a des choses qui se passent si bien. c'est bien encadré, ça offre des opportunités incroyables. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf non plus. Ouais. Et il y a plein de gens qui se posent ces questions. Il faut aller voir la vidéo. On va terminer en parlant de votre actualité à vous. Parce qu'on a senti qu'effectivement, il fallait toujours être devant la machine, mais avant qu'elle ne nous rattrape. L'actualité de Slab Digital, pour vous, c'est un livre blanc sur le référencement, c'est-à-dire? Alors, nous, on pilote de l'acquisition de trafic sur plusieurs leviers. On fait du référencement naturel, du référencement payant, de la publicité sur les réseaux sociaux. Et en fait, on constate trop souvent que dans les agences ou même chez l'annonceur, c'est traité en silo. Les gens ne se parlent pas. Tout le monde est la tête dans le guidon. Finalement, il n'y a pas du tout de synergie. Et donc, le livre blanc est sur les synergies et comment, en fait, à budget contraint, on peut aller chercher de la croissance en étant un petit peu plus malin que le concurrent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est très concurrentiel, le digital. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'investissement financier, c'est aussi une question un petit peu de créativité. Et c'est l'objet de ce livre blanc qu'on a publié il y a quelques semaines et pour lequel on a fait plusieurs interventions déjà. D'accord. Et qui est à disposition Qui est sur le site internet, donc slabdigital.fr. Qui peut servir à quoi pour un entrepreneur qui, par exemple, là, ce soir... Si vous avez un enjeu de faire venir plus de gens sur votre site internet, sur votre application mobile, dans un objectif de vente ou de collecte de coordonnées, c'est utile. Ok. Voilà. Google s'intéresse à vous, à Slab Digital. Entre autres, pas exclusivement. Mais... En tant que start-up à haut potentiel, ça veut dire quoi? Donc, on a été invité, on est accompagné, on est Google Agence Partner Premier, ça veut dire qu'on est dans le top des agences qui gèrent de l'achat Google. On est accompagné à de multiples niveaux par Google, techniquement, commercialement, mais en effet, là, on a été invité à participer à un programme qu'ils appellent le Google Elevator, qui identifie les jeunes agences à fort potentiel et qui accompagnent d'un point de vue business, avec du coaching, entre autres. Et puis on va terminer avec le point commun que vous avez avec l'invité qui va vous succéder, Sébastien Forest, c'est Just Eat. Parce que Alloresto a été revendu à Just Eat et vous travaillez avec eux. Qu'est-ce que vous faites pour Just Eat? Nous, on a commencé à travailler avec Just Eat à peu près quelques mois, un an après que Sébastien ait quitté Alloresto opérationnellement. Donc, on s'est rencontrés ce soir. Mais nous, on pilote l'acquisition Search pour Just Eat. Donc, la publicité sur Google AdWords et le référencement naturel. Ce qui est passionnant parce que comme vous avez dû le voir dans la rue et partout dans la pub, c'est un marché extrêmement concurrentiel, extrêmement dynamique et il y a une vraie évolution des comportements. Et c'est vrai que vous le disiez en introduction, c'est vrai qu'Alloresto a été quand même précurseur sur ce sujet qui est désormais vraiment commun. La food tech, 1999, c'est le premier à l'avoir développé, Sébastien Forest, et on va l'accueillir juste avant. Merci beaucoup, Benjamin Blacher de Slab Digital, de nous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle. Bravo à vous.